Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live qui fait suite à celui de la semaine dernière de Audrey. On va continuer à parler de design d'intérieur sur un aspect un petit peu plus décoratif de la chose aujourd'hui. Évidemment, je vais me présenter, ne vous inquiétez pas. Et j'ai voulu axer cette présentation sur un intitulé que j'ai appelé un métier de traduction et de narration. Vous allez voir, c'est peut-être un petit peu flou comme ça, mais c'est ma façon de raconter la décoration et le rapport client et comment est-ce qu'en fonction d'un client, on va adapter un discours, adapter une création et venir finalement créer un objet complètement hybride et complètement inédit de création, de décoration, de design d'intérieur, selon comme on l'appelle, qui va être presque du sur-mesure, en tout cas personnalisé. Et je vais vous expliquer comment on en arrive là et à travers une étude de cas d'un projet sur lequel j'ai moi-même travaillé. Donc, éclairage sur les qualités d'un métier exigeant. Effectivement, la décoration ou le design d'intérieur, c'est un métier exigeant comme tous les métiers. C'est un métier qui a été dévalorisé, qui est revalorisé, qui est assez récent dans sa création. On va le voir aussi. Je vais vous en parler rapidement pour savoir comment est-ce qu'on est arrivé à ce métier et comment est-ce qu'il a émergé. Et donc, effectivement, le projet de décoration, l'étude de cas, c'est spoilé dès la deuxième page, mais ce sera l'étude de cas de l'hôtel Saint-James, qui est dans le 16e arrondissement et qui est un hôtel très prestigieux, d'une grande famille, avec très peu de chambres, un côté assez particulier, très intime. Et je vais vous raconter la rencontre avec les propriétaires de cet hôtel et comment est-ce que, en fonction de leur histoire, en fonction de l'histoire du lieu, on a adapté, en tout cas j'ai essayé d'adapter une conception assez inédite et assez authentique par rapport à ces problématiques-là. Donc laissez-vous porter, effectivement, pas besoin de prendre de notes. Je pense que vous pouvez retrouver, je sais bien, vous pouvez retrouver cette présentation téléchargeable. Donc ça va au fur et à mesure du live. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, il y a un chat. Je vais vous demander d'ailleurs de me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si tout est clair pour vous. Vous pouvez aussi vous présenter, me raconter un peu votre parcours, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous comptez y trouver. Euh, il y a un petit décalage entre ma voix et le chat, donc ça m'intéresse moi de savoir si tout est clair pour vous pour l'instant, en tout cas si c'est audible et si les conditions du live se passent bien. Voilà. N'hésitez pas, hein, dites-moi juste un OK, oui, on n'entend pas, c'est inaudible, manque d'articulation. Juste une petite phrase, OK, super, merci Alix. Je continue. Donc effectivement, le sommaire de mon parcours, je vais me présenter rapidement. Pas trop vous embêter avec moi, mais ce qui est intéressant, c'est au-delà du parcours, c'est même au-delà de ma formation, c'est un peu mon parcours. J'ai un parcours assez atypique. J'ai une formation effectivement qui est très orientée sur la décoration et le design d'intérieur, mais bon, on en parlera un peu plus en détail. Un peu d'histoire, je vais vous expliquer très rapidement comment est-ce que le monde de la décoration est en train d'évoluer, pourquoi est-ce que la sensibilisation a un rapport plus direct, plus intime avec le client et donc un rapport plus de traduction et de narration. C'est quelque chose qui devient nécessaire et je pense que c'est une bonne évolution du métier. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi un hôtel, parce qu'effectivement, c'est assez surprenant. C'est une étude de cas qu'on a rarement le cas d'avoir. C'est assez prestigieux, donc je suis content de pouvoir en parler avec vous. Et pourquoi est-ce que ça raconte quelque chose de particulier dans la décoration? C'est intéressant. Et ensuite, donc, ce sont les trois grandes parties qu'on va développer ensemble. C'est le premier contact, l'écoute du besoin. Donc, c'est comment est-ce qu'on va réceptionner un nombre d'informations pour commencer à nourrir un récit. Donc, la deuxième partie, ce sera rédiger une histoire sur mesure. Donc, c'est comment est-ce qu'on va commencer à la digérer, à la traduire. Et ensuite, valoriser, magnifier, séduire, fait se faire comprendre. C'est vraiment le troisième axe, le plus concret. C'est la mise en application, espace par espace, planche par planche. Voilà, tout ce travail de digestion et de rencontre qu'on a amené et comment est-ce qu'on va réussir à le traduire de manière le plus digeste possible. Donc mon parcours, effectivement, il est assez orienté vers mon métier. Il n'y a pas de surprise, j'ai une formation en histoire de l'art, ce qui a au moins l'intérêt d'avoir attisé ma curiosité. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a permis d'avoir une culture, notamment dans le design, dans les arts de manière générale, dans l'architecture, mais aussi d'être capable de faire une analyse d'un projet. Et on va voir que dans la décoration, et dans tous ces métiers un peu sensibles, mais particulièrement dans la décoration, le design intérieur, c'est intéressant de pouvoir le retraduire. Ensuite, j'ai une formation donc d'architecte d'intérieur designer à travers l'école Bleue, qui est une école suisse rue de Charonne. Donc j'ai un master 2, j'ai un double master en fait, pardon,
en design et en architecture d'intérieur. Bon, j'en ai aussi un en design graphique, ce qui forme la thématique du design global, qu'on aura l'occasion peut-être de parler dans un autre live. Mais ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que différents axes ont été traités dans ma formation. Et c'est ce qui me permet de pouvoir ouvrir un éventail, un spectre aussi large sur ce qu'on va se présenter aujourd'hui. Il faut savoir qu'avant ça, moi, j'ai eu une expérience professionnelle d'assistant architecte à l'étranger, et je me suis rendu compte à travers cette expérience après-bac de la nécessité de se former. Donc c'est pas du tout pour faire du prosélytisme, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la formation et de nécessaire. On a tendance à croire que la décoration, c'est quelque chose... Alors oui, c'est un jeu, oui, c'est un bac à sable dans lequel on peut jouer, on peut s'amuser, mais il y a des règles. Et c'est ces règles-là que je vais essayer, ou qu'on va essayer de voir aujourd'hui, comment est-ce que finalement, tout bac à sable, tout terrain de jeu a besoin d'une méthodologie. Et même si c'est un des métiers les plus passionnants et les plus agréables à faire, c'est encore plus agréable si on en maîtrise les règles. Et donc, je vais vous donner quelques petites astuces comme ça, quelques petites méthodologies. Donc ensuite, je me suis éloigné, je suis parti vers la direction artistique, j'ai fait du design végétal, j'ai eu la chance de collaborer avec le Festival de Cannes, j'ai fait beaucoup de scénographie autour du végétal, avec de la structure aussi, mais du design. Direction artistique, c'était beaucoup pour des ONG, mais en tout cas, ça m'a permis de traiter le volume et les espaces de manière globale. Et j'ai repris ma carrière de designer d'intérieur après des expériences avec India Malavi ou Claudio Colucci, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Je me suis lancé en indépendant et donc je développe ma carrière depuis maintenant quelques années, et dont le projet que je vais vous présenter. Donc un peu d'histoire, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en gros ce que je trouve intéressant, c'est l'évolution du métier. Pourquoi est-ce qu'actuellement le métier de décorateur, c'est un métier qui est en mutation, ou en tout cas je pense qu'il est en mutation. Il faut savoir qu'effectivement à la base l'architecte est le décorateur. Pendant des années, c'est lui qui a monopolisé le travail de décorateur. C'est extrêmement louable parce que c'est très rare aujourd'hui d'avoir des architectes qui maîtrisent aussi bien la décoration comme ont pu le faire des architectes comme Gaudi, comme Mies van der Rohe, comme Le Corbusier. Ça, on aura l'occasion d'en parler, mais ce qui était intéressant, c'est que c'était à travers la profession d'architecte que la décoration pouvait s'exprimer le mieux. Ça a mis énormément de temps à émerger. Et en fait, on s'est aperçu que avec la démocratisation du métier de la vocation de décorateur d'intérieur ou de designer d'intérieur, notamment à travers des émissions de télé, fin des années 90, il y a eu une libération. Les gens ont commencé à s'approprier, à s'accaparer ce vecteur-là, la décoration, le design d'espace. Voilà, c'est une mutation des sociétés. Ça, on pourra l'aborder dans un autre live, dans un autre sujet, mais c'est intéressant de voir que tout à coup, la décoration est devenue quelque chose de nécessaire pour le bien-être des gens. C'est la fin d'une standardisation. Je trouve qu'effectivement, on est même en train de passer une autre étape, c'est-à-dire que là, les gens en ont marre d'IKEA, les gens en ont marre des émissions de déco qui vous vendent des intérieurs de magazines, ou en tout cas des choses toutes faites. Ils veulent quelque chose d'intime, ils veulent quelque chose de personnel, de sur-mesure. C'est pour ça que j'appelle ça la décoration, le décorateur confident. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, le décorateur, sans être un psychanalyste, en tout cas, il est un analyste, il rentre dans l'intimité des gens, et il se nourrit avec une bienveillance et avec un bon usage de ça, de la confidence et de l'intimité des gens. Voilà. Donc je trouve que c'est intéressant, cette évolution du décorateur. L'architecte en avait le monopole, puis une forme de standardisation type magazine Ikea, et on est en train d'évoluer sur encore un autre vecteur qui est quelque chose de sur mesure, ce que j'appelle le décorateur confident, ou le design d'intérieur. Donc pourquoi est-ce que je parle de narration en décoration? C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'effectivement un designer doit savoir raconter son projet, il est censé être capable de s'adresser à un client, de l'écouter, de l'analyser, de lui suggérer, mais en tout cas toujours être dans l'écoute de la demande et non plus d'imposer sa vision des choses. Ça arrivera, vous aurez sûrement la chance, en tout cas je vous le souhaite, ça peut arriver d'avoir des gens qui disent écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est votre vision. Nous, on n'a rien à voir à faire là-dedans. C'est un métier et on vous fait confiance en carte blanche. C'est de plus en plus rare parce que les gens veulent être mêlés à la décoration de leur intérieur et s'accaparer leur histoire, et à travers votre intervention. Donc, c'est intéressant de voir que, en plus de traduire une personnalité, il va falloir adapter sa création en fonction de chacun, faire une sorte de sur-mesure, et compléter le travail de l'espace, c'est-à-dire comment est-ce que le décorateur, à part entière maintenant, est complémentaire d'autres professions, comme l'architecte,
comme l'architecte d'intérieur aussi, comme le designer d'intérieur, comme le designer d'espace. Donc tous ces métiers-là, le décorateur navigue entre tout ça et de plus en plus se fait sa place. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Son travail, c'est surtout d'être à l'écoute et de savoir traduire et retransmettre, faire une interprétation de la volonté d'un client. Et c'est ça que je trouve passionnant. On va en parler à travers ce projet. Euh, Pourquoi un hôtel? Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, un hôtel, c'est assez rare de pouvoir l'étudier en étude de cas. C'est vraiment une chance inouïe de pouvoir travailler sur un hôtel pour une raison simple, c'est que c'est le programme le plus complexe, ou en tout cas le plus riche, tout en gardant un aspect créatif total. C'est-à-dire qu'un hôtel, ce que j'appelle un programme, c'est-à-dire quelles sont les règles du jeu et les enjeux d'un espace. Un hôtel, ça prend à la fois du logement, c'est de la restauration, c'est du passage, c'est de l'expérience, il y a des espaces extérieurs, il y a une multitude de programmes, ou en tout cas d'enjeux architecturaux et décoratifs, donc de facto, qui se mélangent et qui se retrouvent réunis au sein d'un même espace. Donc ça, c'est extrêmement passionnant, c'est extrêmement riche. Variété d'histoire, évidemment, un hôtel est porteur d'histoire, en fonction de ce qu'il est, en fonction d'où il vient déjà, de ce qu'il porte naturellement comme histoire, mais en plus, il doit raconter. C'est-à-dire que, comme c'est une zone de passage, c'est pas notre chez nous, euh, il doit être capable d'être une extension de notre intimité tout en nous racontant autre chose et en nous faisant voyager. En tout cas, c'est ce qu'on appelle l'expérientiel dans l'hôtellerie, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché. Prestige du projet, effectivement, quel quoi de plus prestigieux que de travailler pour un hôtel, qui plus est l'hôtel Saint-James. L'hôtel Saint-James, je crois que c'est le seul relais château de Paris. Donc c'est un projet qui est en cours d'élaboration, avec qui on travaille étroitement. Et justement, je vais vous raconter un peu à travers ce projet comment est-ce qu'on en est arrivé avec un échange et avec une écoute et avec une traduction justement de la volonté d'un client et de son histoire. On a réussi à faire une narration qui était cohérente et en application de toutes ces règles du jeu. Alors là, il va y avoir un petit décalage. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça intéresse des gens déjà de poser des questions à ce stade-là? C'était la première partie du live. Ensuite, on va rentrer un peu dans l'application et dans les détails. N'hésitez pas, hein, toutes les questions sont bonnes, il y a pas de jugement. Il y aura toujours un petit décalage de 15 secondes, mais si vous voulez déjà, je peux répondre à quelques questions. Les Tiguet qui demandent ce live est-il en replay? Là, actuellement, le live il est en live, hein, il est en direct, mais je pense que vous pouvez le retrouver, c'est sûr, en replay, et vous pouvez télécharger la plaquette, euh, le lien du document intégral. Bon, pas d'autres questions, on va avancer. Premier contact. Premier contact, le temps de la préparation et de l'écoute. Donc effectivement, ce qui est intéressant quand on a un rapport avec un client, c'est que c'est très compliqué pour lui de se projeter sur un organigramme et sur une chronologie concrète. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pour beaucoup de vos clients, la notion de designer d'intérieur, de designer décorateur, de designer d'espace, elle est assez floue. Et il a besoin d'être assuré par quelque chose d'assez concret, notamment une timeline. Des gens qui ont besoin, notamment sur un hôtel, il y a des enjeux économiques, ils ont besoin de savoir en combien de temps ça peut être conçu, combien de temps vont durer les travaux, quels sont le process, comment est-ce qu'on peut s'adapter au mieux et travailler en intelligence pour les rassurer. Donc toujours avant même un rendez-vous, dès qu'il y a un projet comme ça qui vous est proposé, je trouve ça intéressant de définir ensemble un calendrier, en tout cas de suggérer un calendrier un peu au client, et puis après toujours de pouvoir l'adapter. Échange entre les deux parties, planche, moodboard, 1 à 2 semaines, c'est principalement ce qu'on va voir aujourd'hui. Il faut savoir que les autres parties ont été plus ou moins abordées dans le live d'Audrey de la semaine dernière, que sont les croquis, modélisation 3D. Ça a été abordé. Nous, on verra un peu sélection de matériaux, mais on est vraiment sur une phase préparatoire et d'anticipation. C'est comment est-ce que justement l'histoire, on va la mettre en image, qu'on va aborder aujourd'hui. Donc la partie 2, échange de parties croquis, ça dure 4 à 6 semaines, c'est la partie la plus longue.
En tout cas, c'est l'une des parties la plus longue avec la partie 4. Chambre témoin, ça c'est toujours intéressant dans un hôtel qui ne peut pas se permettre de fermer toutes ses chambres en même temps et de condamner son moyen de vivre, de faire ce qu'on appelle une chambre témoin. Ça va nous permettre de tester à la fois le chantier, à la fois la réussite des finitions, comment est-ce que c'est vécu, est-ce que ça marche. On peut même faire des tests, de faire habiter des gens dedans pour voir si c'est bien vécu, faire une expérience avec retour client. Planche détaillée, donc effectivement là c'est l'aspect technique. Donc là, nous, on s'est focalisé là-dessus sur les chambres, mais vous verrez que dans la présentation, il y a 3 espaces que je vais vous proposer, le bar, le restaurant et les chambres. Et ensuite, début de travaux, 4 à 5 mois, ça dépend évidemment si on fait l'intégralité des chambres, la moitié. Tout ça est suggéré, mais c'est toujours bien en tout cas de commencer à segmenter son travail et d'expliquer, presque de chapitrer vis-à-vis du client, la méthodologie et quelles sont les étapes par lesquelles lui aussi va traverser avec vous. Que lui aussi va traverser avec vous. Anticiper les enjeux d'un premier contact. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on vous contacte avec un projet, que ce soit un appartement, que ce soit un restaurant, que ce soit un hôtel en particulier, c'est toujours bien de se renseigner sur qu'est-ce qui se fait. Alors, nous, on appelle ça un benchmark. Je vais scroller. Là, en l'occurrence, c'est un benchmark de concurrence. Effectivement, il faut se cultiver sur ce qui se fait, il faut voir qu'est-ce qui marche en ce moment dans le même secteur, dans la même situation géographique, à peu près pour la même clientèle, avec la même exigence. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi bien qu'un restaurant. Ça peut aussi même marcher avec des particuliers. Pour un appartement, on peut aussi se renseigner sur qu'est-ce qui se fait. Je trouve ça toujours bien de montrer qu'on a une culture et qu'on a développé une curiosité sur le sujet. Donc là, en l'occurrence, pour un hôtel, on appelle ça un benchmark. Ça, c'est un nom dont avec certains d'entre vous seront sûrement très familiers. Donc l'hôtel Bachaumont, le très particulier hôtel Providence, pour certains qui connaissent, ce sont quand même des hôtels parisiens qui ont une certaine exigence. Et puis une vraie volonté décorative, de design d'intérieur, et design d'espace et de décoration avec un vrai engagement et qui véhicule une histoire. C'est pour ça qu'on va revenir toujours sur cette histoire de narration et de traduction. Vous verrez que tous ces hôtels-là, justement, ils véhiculent cette même idée. L'hôtel Saint-Marc, l'hôtel Saint-Marc, l'hôtel de Roche, voilà. Donc c'est toujours bien de faire comme ça. Tout ce que je vais vous présenter comme planches, ce sont des planches qui vont vous servir à la fois à vous, mais à la fois à votre client. C'est-à-dire que c'est toujours bien, même pour soi, de structurer sa présentation, de structurer sa recherche de manière graphique et intelligente. C'est aussi quelque chose vous allez pouvoir montrer au client, qui va nourrir votre argumentation et qui va montrer une vraie maîtrise de votre sujet. Donc, adopter la posture de confident d'analyse, donc effectivement comprendre la demande, définir un programme, émettre des premières hypothèses. Ça, c'est vraiment un échange de discussion et d'analyse. Donc, c'est vraiment ne pas hésiter à demander à votre client comment est-ce que lui vivrait son espace. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi bien dans un appartement. C'est ce qu'on appelle définir un programme. Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai comment vous vivez. Ça, c'est toujours intéressant de demander à votre client comment est-ce que lui... Il ne faut pas oublier qu'il est chez lui, que c'est son espace et qu'il a besoin de prendre ça en considération. C'est très compliqué d'imposer un choix décoratif et en tout cas qui est complètement décorrélé ou déconnecté d'une demande. Donc ça, c'est très intéressant de le mettre en perspective et de l'intégrer. C'est aussi ce qui va vous donner les règles du jeu de votre création, parce que sinon, c'est une page blanche ou un bac à sable vierge, et là, ça peut devenir très compliqué. Ce qui est intéressant, c'est de cumuler un maximum d'informations qui vont vous permettre à vous ensuite d'enrichir votre discours et de l'orienter dans quelque chose qui est cohérent. Repérer les enjeux problématiques d'un espace. Donc, je vérifie juste que je n'ai pas sauté une slide, ok ? Incite une équation à plusieurs inconnus. Effectivement, je vais vous poser la question tout de suite, comme ça je vais pouvoir voir dans le chat si vous avez des informations ou si vous avez des pistes. Quels sont les 4 grands paramètres qu'il faut prendre en compte dans le cadre d'un projet de réaménagement d'intérieur? Donc ça, c'est une question que je vous pose. Si vous voulez, vous pouvez répondre dans le chat. Il va toujours y avoir un décalage. Effectivement, quand on rentre dans un espace, il faut tout de suite capter quels vont être les enjeux et même quels vont être les risques. Pour plusieurs raisons. Parfois, vous n'aurez pas l'occasion de refaire une visite. Donc, il faut être extrêmement pertinent et efficace sur la première visite. Ça peut être à l'étranger, ça peut être en déplacement, ça peut être aussi un établissement qui va fermer. Donc, il faut avoir comme ça très vite capter l'espace, capter ses sensibilités, capter ses problématiques qui vont devenir des règles du jeu. Encore une fois, on va voir que dans tous les cas, les problématiques peuvent être détournées. J'attends dans le chat pour voir un peu. Ouais.
Exactement, la Close, l'exposition de la pièce fait partie des enjeux. Donc, pour moi, les murs porteurs. Alors, je vais répondre sur la question des murs porteurs. C'est vrai que là, ce live-là est beaucoup moins axé sur l'architecture d'intérieur que le live précédent. Là, on est vraiment sur un exercice de décoration, de design d'espace. Ce que je trouve extrêmement intéressant, justement, et c'est souvent ce qui arrive avec des hôtels, même quand on fait de l'architecture d'intérieur, croyez-moi, souvent un hôtel ne peut pas se permettre de modifier sa structure. Donc là, tout ce qui est intéressant avec la décoration d'intérieur, avec le design d'intérieur, c'est qu'on va venir plaquer une histoire sur quelque chose qui est déjà existant. Donc ça relève d'astuces, il faut faire preuve d'ingéniosité, mais on a rarement l'occasion de toucher à de l'existant, en tout cas dans un rôle de designer d'espace ou de décorateur. Un peu plus quand on est architecte, pour acheter l'intérieur, là c'est d'autres problématiques. Donc ainsi, des équations à plusieurs inconnues, les volumes, évidemment, l'espace, tout de suite comprendre quelles sont faire une sorte de hiérarchisation. C'est intéressant de savoir quelles sont les pièces maîtresses, les pièces secondaires, comment elles s'articulent entre elles, quelles sont les connexions, les circulations, c'est-à-dire comment est-ce que tout ça va circuler, à la fois les gens, mais aussi les lumières, aussi les espaces entre eux, comment est-ce que interagissent et s'interconnectent les espaces. On va parler d'exercices d'organigramme, là c'est intéressant. La lumière prédominante, évidemment, la lumière, c'est ce qui va faire Et puis c'est ce qui va vous permettre de définir un langage. C'est-à-dire qu'il y a des espaces qui vont vous permettre de faire une décoration où la lumière va prendre va avoir un geste fort, presque scénographique, et d'autres, au contraire, des espaces qui sont complètement dénués de lumière, il va falloir jouer avec ça. Justement, il ne faut pas du tout essayer de contourner, alors, sauf si c'est une demande du client, mais peut-être que c'est intéressant déjà que l'absence de luminosité soit justement une des règles du jeu dont on parlait avant. L'existant, c'est ce dont je viens vous parler. C'est-à-dire que parfois, et souvent, et c'est pas moins intéressant, croyez-moi, vous allez juste bénéficier d'un existant. Vous ne pourrez pas modifier de structurel, vous ne pourrez pas modifier de mur porteur, vous ne pourrez pas interagir sur les canalisations, sur les arrivées d'eau. Prenez ça en considération, c'est ça votre bac à sable. C'est ça qui va donner votre règle du jeu et qui va vous orienter et vous permettre de jouer avec. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de jouer avec des règles, encore une fois. Voilà. Si vous avez pris ça dès le début, dès votre première visite en considération, normalement, vous avez tous les éléments pour rentrer chez vous et commencer justement à articuler ces éléments ensemble, les mettre en rapport et définir votre méthodologie. Bon, est-ce que vous avez des questions avant que... Donc là, on a parlé, on a fait l'introduction, bon, on va pas revenir là-dessus. Là, je vous ai parlé un peu du premier rapport de discussion, d'échange, comment est-ce qu'on construit son discours, comment est-ce qu'on n'arrive pas les mains vides, on prépare aussi son rendez-vous, comment est-ce qu'assez rapidement on peut faire une analyse. Voilà, vous pouvez aussi vous permettre pendant un premier rendez-vous d'émettre des premières hypothèses, si vous vous sentez à l'aise, de déjà proposer des solutions. Il y a des gens très doués qui font ça. Vous pouvez aussi très bien demander le temps de la réflexion, de pouvoir ingérer, digérer ces éléments-là. C'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ensuite, on va passer à la partie 2, qui est la rédaction de l'histoire qu'on va raconter. Anna, qui me demande est-il possible de devenir architecte d'intérieur à 40 ans? Évidemment, on peut devenir architecte d'intérieur, absolument. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est pas l'armée de l'air. Donc il n'y a aucune raison, bien sûr. Au contraire, moi je considère que le parcours va enrichir votre expérience d'architecte d'intérieur. Je pense que tout ce qu'on peut apporter en dehors de la profession, c'est enrichissant. Il suffit juste de justement le digérer et à réussir à le retranscrire. Si on a des artisans avec nous, on ne peut pas déplacer la plomberie. Bien sûr que vous pouvez déplacer la plomberie. Il va juste vous falloir une assurance décennale. En tout cas, peut-être que le plombier peut l'apporter. C'est tout un autre enjeu. Là, sur ce projet-là, c'est pas le cas. Mais bien sûr qu'on peut déplacer la plomberie comme on peut tout déplacer. Si votre artisan est de confiance, parce que la plomberie, ça peut vraiment vous amener des vraies problématiques. Combien d'exemples, Rémi me demande combien d'exemples vous mettez en avant dans vos benchmarks. Ça dépend combien sont pertinents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer le jeu. Dans l'hôtellerie, je trouve que c'était important de montrer que c'est au-delà d'un positionnement, c'était déjà une évolution du marché à travers mon benchmark et de montrer qu'il y avait déjà 6 hôtels qui avaient pris cette position-là. Ça montrait bien que l'évolution
de la décoration d'intérieur, en tout cas en ce qui concerne l'hôtellerie, elle va dans ce sens-là, et ce serait dommage de passer à côté, que c'est vraiment une dynamique. Comment on choisit les artisans avec qui on travaille dans mon analyse, ça on en parlera dans un autre live. Là, la question, c'est pas tellement les artisans avec qui on travaille, c'est vraiment comment est-ce que nous, on va réussir à écouter, ingérer, digérer, traduire et raconter une histoire auprès d'un client. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la phase complètement préliminaire qui va amener presque parfois même avant la validation d'un projet. C'est-à-dire que ça arrive quand il y a quand il y a un appel d'offres, par exemple, sur un hôtel. Tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des choses qui sont fabriquées par les agences ou par les indépendants sans même que le projet soit validé. Donc on est vraiment en amont là, de ce travail-là. À quel moment on parle du budget? Encore une fois, tant qu'il n'y a pas de conception, tant qu'il n'y a pas de mise au plan, tant qu'il n'y a pas de devis, ça ne sert à rien d'en parler. Là, pour l'instant, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la partie conceptuelle et inspirationnelle du projet. Bon, j'avance dans la présentation. Écrire l'histoire, commencer la digestion et la rédaction de l'histoire sur mesure du projet. Bon, alors effectivement, là, tout ce que je vais vous donner, ce sont des astuces, des méthodologies et plein de petites recettes qui vont vous permettre d'avoir un process clair. Moi, j'appelle former un champ lexical. Donc, en fait, on va voir comment est-ce qu'on décompose une idée et comment est-ce qu'on la fait germer. Moi, je trouve ça toujours intéressant, effectivement, de commencer par poser des mots sur ce qu'on a vu, sur l'expérience. Ça peut être des mots qui ont été utilisés par le client pendant le premier rendez-vous. Ça peut être aussi des interprétations de l'espace, de comment est-ce qu'on reçoit ça. Pour cet hôtel, effectivement, moi, ce que j'ai retenu, après donc, vous verrez comment j'ai développé, mais c'est un hôtel qui m'a inspiré du raffinement, tendance, de l'histoire, des textures, de l'audace. J'ai senti chez le client beaucoup d'audace, une authenticité. Le lieu est très vrai, chargé d'histoire, il y a un héritage, un souci du détail et des textures. Voilà. Donc ça, c'est mon champ lexical, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Alors après, moi je trouve ça intéressant de le mettre en page, de le rendre graphique, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être traduit et faire une espèce de rappel au client. Donc ça fait partie pour moi de la présentation et de ce qu'on va proposer. Nourrir son imaginaire. Après les mots, les images. Moi, je pense qu'au début, en amont, quand on est dans un exercice de rédaction, de préparation de son récit, de son histoire, il ne faut pas avoir peur de nourrir son imaginaire d'images aussi inspirationnelles que concrètes. Ça peut être des matériaux, ça peut être des gestes. Là, je trouvais que l'ouverture de porte, ça amène une dynamique. Ça raconte de traverser les espaces, des circulations, du mouvement. J'aimais bien le rapport aux textures, je sais pas, ça m'éveillait comme ça des choses. J'aime bien le rapport au marbre, des matériaux bruts, mais en même temps naturels et nobles. Voilà, là, il y a des mailles, parce on voit une image de maille, parce que je trouve que la transparence lumineuse, le rapport au vu, non vu, l'intimité, mais comment est-ce qu'on passe du public au privé, je trouve que tout ça, ça mérite d'être mis en image de manière assez imaginaire, assez presque incohérente, mais c'est dommage de s'en priver, parce que avec le champ lexical, c'est ce qui va déjà nous donner des outils pour commencer ensuite à rentrer dans le projet. Alors bon, ensuite, s'inspirer pour enrichir l'histoire de l'image. Là, effectivement, on avance étape par étape dans tout ce qu'on a dit. Là, c'est la troisième étape de la rédaction ou de la conception. Donc, effectivement, je passe par Pinterest. Moi, je suis un addict de Pinterest. Il y a des choses effectivement très commerciales, très classiques, mais il y a aussi des choses extrêmement pointues. Je trouve que c'est extrêmement méthodique de déjà commencer, suite à ce qu'on s'est dit, le champ lexical, l'imaginaire, de commencer à convertir ça, espace par espace, le traduire de manière concrète. Bar, chambre, restaurant, c'est les espaces que moi j'avais à traiter en l'occurrence, mais ça y est. C'est-à-dire que là, on passe encore une étape, c'est plus de l'imaginaire, c'est de l'image, et on enrichit l'histoire en images. Quand on a des images, quand on a le champ lexical, quand on a l'imaginaire, on en arrive à quelque chose qui est extrêmement intéressant. C'est un mot un peu bateau, mais ça s'appelle le concept. Définir un concept en profondeur. Effectivement, sur ce projet, ce que je trouvais intéressant, c'est cette famille qui a cet hôtel depuis je ne sais combien d'années, qui a traversé les histoires. C'est un hôtel qui est un patrimoine français. Vous irez voir, mais je crois qu'il est classé au patrimoine mondial.
Quand le client me raconte son histoire, je trouvais qu'il y avait quelque chose du rapport au voyage, à la rencontre. Ce sont des familles qui ont beaucoup voyagé. Euh, Nous proposons de vous faire un hôtel, un lieu dont l'architecture et la décoration proposent une expérience nouvelle en proposant le voyage et le souvenir. J'ai trouvé qu'effectivement, encore une fois, la notion d'héritage, tous ces mots-clés dont on s'est servi, ça nous permettait justement de nourrir cette histoire de famille qui a voyagé tout en gardant un héritage, qui raconte une histoire, un design sur mesure, des ambiances subtiles, élégantes, intemporelles. Le côté familial aussi me paraissait intéressant. Encore une fois, c'est un hôtel qui appartient à une famille, ce qui est pas hyper, ce qui est pas évident. C'est assez intimiste, c'est un hôtel qui a une quinzaine de chambres, principalement des suites, qui a un jardin. Tout ça, je trouvais raconté comme un hôtel d'escale. Je trouvais que c'était joli de faire de cet hôtel une escale, en fait. Comme un hall d'aéroport chic et, et voilà, et qui donne envie d'y rester, qui donne envie de traverser. On se sent chez soi, mais en même temps en voyage. J'aimais bien cette notion d'escale. Donc on l'a appelé évidemment l'invitation au voyage. On a trouvé que c'était joli d'appeler cet hôtel. En tout cas, le concept qu'on en a tiré, c'était l'invitation au voyage. Donc ce qui est intéressant dans cette slide, c'est que ça reprend un peu tous les éléments dont on a parlé avant. Il y a le champ lexical, l'imaginaire, les inspirations d'images, et on arrive tout ça au concept, et on voit bien que le client est capable, à travers ce genre de slide, à travers ce genre de synthétisation, de se projeter déjà un petit peu dans l'orientation qu'on veut donner à cet hôtel, sans en donner trop. C'est une évocation. Après, c'est un sujet de discussion, ça marche pas, peut-être qu'il y a des choses qui sont à clarifier, peut-être que le client ne va pas du tout adhérer, mais c'est quand même assez rare. En tout cas, c'est toujours bien comme ça, je trouve, de proposer et d'embarquer dans un univers, d'embarquer dans un voyage. Numéro 3, la narration. Donc, il y a eu le temps de l'écoute, il y a eu le temps de la digestion. On a commencé à préparer son récit, à l'enrichir, à le nourrir. Je vais peut-être répondre à quelques questions, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Est-ce qu'il vous arrive de faire plusieurs propositions de mandaliser? Oui, bien sûr. Ça dépend de la quantité de travail. Moi, ça m'arrive très souvent de raconter deux histoires différentes. C'est toujours en lien avec le client, c'est-à-dire elles ont toujours un devoir de cohérence avec ce qui m'a été raconté. Encore une fois, quand j'ai pas une carte blanche. Mais oui, ça m'arrive très souvent de faire plusieurs propositions. Déjà même pour moi, parce que je trouve que la certitude est toujours un peu risquée, toujours un peu dangereuse. Je trouve ça toujours intéressant même de se proposer à soi-même deux histoires et de voir laquelle est la mieux perçue. On est parfois surpris de voir que c'est la proposition dans laquelle on croyait le moins au début qui va plaire au client, et finalement c'était celle-là qui était la plus pertinente. Le client doit avoir son mot à dire et doit nous inspirer aussi. Donc fermer les portes tout de suite à une vérité absolue, c'est toujours dommage. Comment préparez-vous l'entretien initial avec le client? Lui envoyer des questions préalables, me demande Alix. Ça, c'est intéressant. En général, un client, quand il va vous contacter, par email, par téléphone, c'est toujours bien, effectivement, de creuser un peu la question, de lui poser les questions de quel est son objectif, quelle est son orientation, vers où il veut aller avec son projet. Voilà, un maximum. J'éviterai ensuite d'envoyer une forme de questionnaire. Je trouve que là, le contact physique, en tout cas quand c'est possible, c'est toujours le plus intéressant, parce qu'en plus, tout de suite, les questions vont être posées et vous allez avoir un rapport à l'espace qui va vous inspirer des questions concrètes. Donc j'avance. Comme j'ai dit, on a écouté le client, on a interprété sa demande, on a commencé à réfléchir sur une construction. Tout ça, on a rendu graphique, on l'a rendu digeste, c'est-à-dire que tout peut être présenté, tout ce processus-là, et maintenant on va le compter. Alors il y a les enjeux, c'est valoriser, magnifier, séduire et se faire comprendre. Surtout, tout l'intérêt de la digestion, c'est surtout de rendre digeste, pas pour soi, mais pour le client. Il faut savoir que parfois même lui, il est perdu dans ses propres idées, dans ses propres rêves, il se projette, mais en même temps, il a besoin d'un accompagnement. Il faut le rassurer, il faut l'accompagner, et en même temps, il faut rendre le projet extrêmement lisible, extrêmement clair, et puis pertinent. Voilà. La première slide que je trouve intéressante dans ces cas-là, c'est résumer l'histoire du projet en une phrase. C'est de partir du principe que le client, il doit être capable lui-même de résumer son projet, de résumer son concept. C'est-à-dire que lui, ensuite, quand il va voir son financier, quand il va voir son board, quand il va voir... Là, je parle d'un hôtel, bien sûr, mais quand c'est un appartement, il peut aller voir son conjoint, sa conjointe. Il doit être capable lui-même de vendre le projet, en tout cas de le raconter, de se l'accaparer en une phrase. Donc ça, c'est des slides un peu typiques
assez graphique, assez impactante avec le hall de l'hôtel. On reprend toujours des visuels de l'existant parce que c'est toujours bien aussi de célébrer et de rappeler l'existence d'un projet, d'ancrer notre discours dans une réalité d'espace. Bien plus qu'un hôtel de prestige, le Saint-James doit être une expérience. Voilà, c'est très simple. On veut offrir une expérience client, une expérience de voyage, une expérience d'espace, une expérience de déco, de lumière, d'investissement. Ça peut traverser, c'est assez large et en même temps c'est assez inspirant. C'est l'introduction d'une présentation, hein, c'est pas ce qui va la définir, mais c'est toujours bien d'avoir une sorte de baseline, quelque chose comme ça qui vient impacter un projet et lui donner comme ça une colonne vertébrale, une orientation. Développer l'histoire globale. Bon, ça c'est une slide qui est pas très intéressante, mais en tout cas elle est assez méthodique. C'est détaillant chaque espace, l'adaptant à chaque espace. Bon, il faut juste chapitrer une présentation. C'est toujours bien de rappeler l'espace dont on parle, de le valoriser. Faut pas oublier que les gens, surtout pour un hôtel, c'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu qui a, en l'occurrence, encore une fois, c'est une famille. On n'est pas là pour écraser un espace. Bon, ce serait ambitieux et ce serait absurde d'ailleurs de vouloir écraser un hôtel qui a plus de 200 ans, qui a vu traverser des célébrités, des noms et des histoires. Vous allez voir comment est-ce que justement j'ai essayé de raconter tout ça à travers mon architecture, en tout cas ma décoration. Donc voilà, détailler chaque espace, l'adapter. On va décortiquer un peu chaque lieu iconique d'un hôtel. Donc ce sera principalement les chambres, le restaurant et le bar. Donc le restaurant. Effectivement, le restaurant dans un hôtel, c'est une pièce centrale. C'est toujours la pièce la plus spectaculaire, en tout cas dans les hôtels qui portent une histoire. On est sur un hôtel Napoléon III, peut-être même Napoléon Ier, à voir. Dans le 16e arrondissement, connecté avec un jardin. Donc le restaurant de votre hôtel est une pièce centrale. Excusez-moi, je vérifie juste que je ne l'ai pas en plein écran. Le restaurant de votre hôtel est une pièce centrale située devant un jardin unique. Il faut savoir que c'est un jardin potager. C'est l'un des seuls hôtels de Paris qui a son jardin potager propre, avec son chef qui prend directement les légumes du jardin. Nous proposons d'établir un lien entre décoration et végétalisation extérieure. Sorte de prolongement du jardin, le restaurant sera aux couleurs de la nature, tout en gardant un raffinement des matériaux et des motifs. Donc effectivement, tout de suite, nous, ce qu'on a capté, en tout cas ce que j'ai capté quand je suis rentré dans cet endroit, c'est que le jardin et le restaurant devaient fusionner. C'est-à-dire que non seulement il y avait un rapport dans l'assiette, il y avait un rapport gastronomique intéressant parce que c'était un usage des produits frais du jardin, mais en plus spatialement, géographiquement, la connexion, on parlait tout à l'heure des circulations, de la lumière, de comment s'interconnectent des espaces. Le restaurant et le jardin devaient ne faire qu'un seul espace. L'un devait être le prolongement de l'autre et ça devait se retrouver dans sa décoration. Donc voilà ce que j'ai proposé. Je l'ai appelé le restaurant tropique, bon, parce qu'effectivement, je trouvais que c'était intéressant d'amener une végétalisation un peu différente de celle qui se trouvait dans le jardin. Je trouvais qu'une végétalisation exotique, avec comme ça des teintes un peu exotiques, se prêtait au jeu de cet espace. Je trouvais que de retravailler les boiseries avec des teintes, avec des couleurs, des papiers peints, d'amener comme ça quelque chose d'un peu de l'ordre de l'imaginaire, de l'inspirant. Donc, ce que je vous présente là, c'est une planche de ce que j'appelle des planches inspiration. Dans d'autres lives, on verra des 3D, dans d'autres lives, on verra des plans. Là, je trouve qu'on est vraiment sur un aspect décoratif. C'est-à-dire que là, on parle d'un projet de décoration avant tout. Donc, je fais des compositions comme ça. J'aime bien faire mes petites planches avec mon mobilier, ma végétalisation, mes luminaires, mes matériaux. On ressent comme ça l'espace. À la fois, c'est composé, on a l'impression de sentir un peu comment est-ce que les éléments vont être juxtaposés les uns aux autres. Voilà, c'est ma petite méthode à moi, je vous la donne. Il y en a qui vont développer la 3D à 100%, d'autres ce sera le croquis. Moi, j'aime bien passer par là. Je trouve qu'en amont, c'est quelque chose qui permet d'avoir un rapport assez explicite à l'espace. C'est assez inspirant. Voilà. Donc on voit un rapport de matériaux, de verticalité, comment on retravaille l'existant avec ses boiseries peintes, comment est-ce qu'on vient amener une modernité un peu déroutante avec ces papiers peints inspirationnels. À la fois, il y a du mobilier très... voilà, je trouve c'est un rapport un peu hybride, et je l'ai appelé tropique. Alors voilà, ça plaira pas. En tout cas, pour le coup, ça a plutôt plu. Donc, en tout cas, c'est comment est-ce qu'on illustre chaque partie avec des éléments visuels qui accompagnent les légendes. Voilà. Là,
C'est pour vous montrer que c'est toujours bien de mettre à chaque fois, je trouve, une phrase un peu clé, des meubles raffinés et uniques, des boiseries peintes, un plafond miroir, le tout rehaussé par un imprimé végétal et une végétation luxuriante. C'est pas grand-chose, mais ça permet encore une fois au client de s'approprier par les mots aussi un concept visuel et d'être capable de le raconter. Ensuite, les chambres. Il se trouve que cet hôtel, quand j'ai questionné justement ce client et que je lui ai demandé de me raconter un peu l'histoire de sa famille, comment est-ce que cet hôtel avait été traversé, c'était un hôtel particulier avant d'être un hôtel, et c'est une riche famille de propriétaires du 19e siècle qui a vu traverser dans son hôtel particulier, dans sa demeure, de grands artistes, de grands peintres. Et donc je trouvais que l'invitation au voyage qu'on a commencé à distiller dans le restaurant exotique, avec cette espèce de rapport déjà un peu à un exotisme tropical. C'est vrai que c'est une famille qui a beaucoup voyagé en Indochine, qui a comme ça traversé. Il y a une vraie inspiration pour ceux qui connaissent Marguerite Duras. Donc il y avait côté l'amant de Marguerite Duras. Donc il y avait comme ça, je trouvais, une histoire à raconter autour à la fois des rencontres de cette famille, de ses voyages, et donc de faire, encore une fois, un lieu d'escale où on peut imaginer des grandes personnalités qui se seraient arrêtées, qui se sont arrêtées ou qui se seraient arrêtées dans cet espace, voilà, comme eux-mêmes s'ils avaient fait escale dans ce lieu. La première chambre que j'ai appelée, c'est la chambre Stendhal. Et effectivement, Stendhal était un ami de la famille. Alors, Stendhal, c'est le rouge et le noir. Moi, j'ai pas forcément traduit cette façon-là de façon aussi littérale. Mais voilà ce que moi m'inspire Stendhal dans les matières, dans les tendances. Comment est-ce qu'on peut moderniser aussi Stendhal? Comment est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller dans quelque chose, justement, fin 19e, très lourd, très chargé? Je trouvais ça intéressant, comme ça, de raconter une façon un peu hybride de déplacer le sujet de la littérature romantique de la fin du 19e et de l'interpréter de façon un peu plus moderne, un peu plus contemporaine dans une décoration. La chambre Indochine. Ils ont beaucoup vécu au Vietnam. Je trouvais ça encore une fois intéressant de s'approprier ce sujet-là. C'était en lien aussi avec le restaurant exotique, le restaurant tropique. Et voilà, je trouvais que ça, pour le coup, Stendhal est une rencontre de la famille. Pour le coup, Indochine est un voyage de la famille. Tout ça participe encore une fois à faire de ce lieu une escale, avec un peu en dehors du temps, mais en même temps qui retrace une histoire, un héritage propre à cette famille. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ramène l'histoire, on se sert de la narration, on se sert de la traduction pour nourrir la narration. Tout ce que je présente là, c'est ce que j'ai présenté au client pour justement le plonger dans le projet et dans son propre futur hôtel, on va dire. Voilà, et ensuite, et de manière exhaustive, j'ai proposé d'autres inspirations, la chambre Matisse, ça, il me semble que c'est la chambre Mondrian, chambre Douanier-Rousseau, voilà. Ensuite, c'était une façon de dire que une fois qu'on a trouvé un axe, une fois qu'on a trouvé une façon de raconter, on n'est pas obligé, c'est ce que vous me disiez justement, on n'est pas obligé d'aller dans le détail. Une fois que la proposition elle est axée, on comprend le principe. Mais c'est toujours bien d'évoquer, de dire que voilà, il y a de la suite dans les idées. Qu'en fait, c'est quelque chose qui peut s'étirer, surtout pour un hôtel où on doit nourrir quand même une histoire sur plusieurs espaces, plusieurs chambres. Et je trouvais ça intéressant déjà de montrer que tout ça pouvait avoir une suite, était déclinable, c'était modulable et c'était une source d'inspiration pas sans fin, mais en tout cas multiple. Ensuite, donc, par chaque espace, on peut commencer déjà à faire ce qu'on appelle des planches ambiance. Alors là, c'est une planche assez axée matériaux, mais je trouve ça bien aussi si on peut, de commencer à orienter la projection et la proposition décorative sur un aspect déjà très concret, très brutal en matière. Je trouve que c'est très inspirant et très concret pour un client de déjà se projeter après des inspirations visuelles d'autres projets qu'il a vus. Voilà, on extrait quelque part la matière des photos qu'on a vues et on commence à composer des planches comme ça un peu plus concrètes. Planche Stendhal, planche d'Indochine, vous retrouvez un peu ce que je vous ai montré avant dans les images d'inspiration. Vous commencez à comprendre comment est-ce que j'ai orienté avec mes matières, voilà. Alors après, ça peut être aussi des matières, ça peut être de la végétation. On n'est pas forcément sur une planche matériaux, c'est vraiment une planche d'inspiration. Si je savais dessiner, j'aurais peut-être mis des croquis d'ailleurs. Voilà, et ça, ce sont mes propositions. Concevoir des planches d'inspiration, donc c'est exactement le même travail qu'on a pu faire sur le restaurant. Donc voici la chambre Indochine, comme on en a parlé. Voilà à quoi ressemblerait ma chambre Indochine.
Donc c'est une planche de composition qui réunit du mobilier, encore une fois, du luminaire, de la végétation, un peu de décoration un peu ponctuelle. C'est des évocations, c'est un rapport à la matière, c'est un rapport à la peinture, c'est un rapport à l'éclairage, aux textures. Voilà, on cherche des mélanges, on cherche des harmonies. Je trouve que c'est des planches d'harmonie en fait. Euh, et voilà ce que m'a inspiré moi la planche Indochine. Je trouve que c'est intéressant de travailler de cette façon-là parce que de toute façon dans la décoration, au début on est beaucoup dans l'évocation d'un projet, avant même de maîtriser la 3D. Et puis beaucoup de décorateurs ne maîtrisent pas la 3D. C'est intéressant de montrer qu'il y a d'autres outils et d'autres formes de langage. En l'occurrence, là, les planches de composition, les planches d'assemblage sont tout aussi parlantes et quand elles sont bien faites, en tout cas j'ai essayé de le faire au mieux, elles sont assez évocatrices et on se projette assez bien dans le projet finalement. Voilà, donc ensuite la chambre Stendhal, c'est un peu, la présentation est un peu décomposée, mais vous vous rappelez un peu les images que je vous ai proposées, la planche matériaux aussi. Voilà comment j'en arrive à cette chambre-là. Donc effectivement, il y a du floral, il y a du romantisme, il y a de la boiserie, il y a quelque chose inspiré de la fin du 19e, un peu confidentiel, mais il y a aussi une modernité par les luminaires. Je trouvais ça intéressant d'amener, ou par le lit, par des touches comme ça, de justement casser un peu tous ces a priori qu'on pourrait avoir sur le... euh, tous ces a priori qu'on pourrait avoir sur l'aspect Stendhal un peu classique, un peu chargé de la fin du 19e. Je trouve ça toujours intéressant de casser les codes de tout ça, mais de se nourrir d'une histoire et d'un héritage, mais d'avoir de l'audace. C'était ça aussi les mots-clés du début, comme quoi on peut toujours se rattacher à ce champ lexical, et c'est ça qui va construire justement encore une fois les règles du jeu. Je finis donc sur le bar. Le bar dans un hôtel, vous n'êtes pas sans savoir que c'est iconique. Dans beaucoup d'hôtels, on a c'est-à-dire ce qu'on appelle le fameux bar Churchill. Bon, surtout dans le fameux hôtel Normand de Deauville, mais c'est un lieu emblématique, c'est un lieu qui porte une histoire, c'est vraiment un lieu d'escale, le bar. C'est-à-dire que c'est vraiment un endroit où les gens se rencontrent, autour d'un verre, autour d'un cigare, ça c'était l'époque, mais ça peut être autour d'un thé et d'un Pokéball maintenant, mais voilà, il y a quand même, c'est un endroit de rencontre, chargé d'histoire, qui doit être assez emblématique, dégager une vraie force de décoration. En tout cas là, dans cet endroit, c'est vraiment un lieu assez spécial. Donc je ramène toujours le visuel du lieu originel, hein. Ça, c'est la photo de l'existant. C'est le bar de l'hôtel Saint-James, tel qu'il était avant. Lieu emblématique de l'hôtel, le bar porte l'histoire et l'image véhiculée par le Saint-James. Un espace qui se doit d'être l'expression du raffinement et du confort. Nous suggérons de garder les codes du bar actuel, mais en lui amenant une touche de nouveauté. C'est un bar dont ils étaient extrêmement fiers. C'est un bar familial, entouré d'une bibliothèque dans lesquels les ouvrages de la famille sont encore, alors que l'endroit a été transformé en hôtel. C'est toujours leur bibliothèque privée, c'est toujours un endroit qui porte une vraie intimité. C'est un endroit où la famille s'est réunie. On ne voulait pas l'écraser. On voulait juste changer un peu le langage, modifier un peu le vocabulaire de cet espace et juste un petit peu insuffler du voyage pour garder cette cohérence avec tout ce qu'on avait travaillé sur l'hôtel avant. Et donc, c'est ce qu'on a proposé. Moi, j'ai proposé le Hong Kong Bar. Alors, pourquoi Hong Kong? Parce que je trouve que Hong Kong, dans l'imaginaire des écrivains, dans l'imaginaire du voyage, c'est le paroxysme de l'escale. Euh, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà, Hong Kong, c'est réputé aussi beaucoup pour être un aéroport. Je trouvais ça drôle de le travailler comme un boudoir aéroport. Je trouvais ça m'inspire quelque chose d'exotique, ça m'inspire quelque chose, en tout cas voilà, c'est comme ça que je vais vous le traduire. Un lieu de vie à l'ambiance cuir et tissu élégant comme chaleureux, dans un esprit de salon privé de dégustation, une escale entre deux voyages, quelque part entre la Chine et le Caire, on imagine Laurence d'Arabie entre plusieurs de ses aventures. Donc c'est le projet du Hong Kong Bar. Effectivement, cuir, boiserie, tapis, douceur, luxe, calme et volupté. Tout en gardant vraiment l'ADN de cet espace. C'est un lieu qui a beaucoup plu aux clients parce qu'ils se sont sentis concernés et ils ont senti qu'on n'avait justement pas triché, on n'avait pas trahi leur ADN et l'histoire de la famille et de comment la famille avait construit cet hôtel et ce lieu. C'est d'ailleurs l'espace qu'ils ont mis en production le plus rapidement.
Et c'est le seul espace d'ailleurs qui est terminé pour l'instant, le reste est encore en chantier. Donc effectivement, je peux vous montrer l'avant, l'après. Comment est-ce qu'on a réussi à métamorphoser cet espace tout en sans le travestir, sans le trahir. Je trouve que si vous avez l'occasion d'aller au Saint-James avant la fin des travaux, ou à partir de la fin des travaux, vous verrez qu'il a gardé toute son ADN et toute son histoire, et je crois que c'est ça qu'on a essayé de traduire avec ce client, c'est d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de sa demande, d'être à l'écoute de son héritage, d'être à l'écoute de ce que représente cet espace pour lui, intelligemment savoir le mettre en image, le mettre en planche, le mettre en visuel, pour justement lui faire une digestion et rendre notre interprétation digeste et audible et lisible. Et ensuite, il a fallu raconter cette histoire, et donc comment est-ce qu'on lui a proposé, à travers des planches successives, et petit à petit, on l'a amené dans notre univers visuel, par des compositions, par des matériaux, par des inspirations. Et comment est-ce que, voilà, par une traduction méthodique, un process, j'espère que vous avez compris qu'il y avait des recettes et qu'il y avait des modes de traduction. Peut-être que vous n'auriez même pas envisagé. En tout cas, je pense que peut-être que les planches de composition comme ça, c'est quelque chose d'assez inédit. Je trouve que c'est intéressant pour moi à faire. Voilà. C'est une initiation à un travail très décoratif. Je vois beaucoup de demandes dans le chat au sujet de rendre réelle la suite, comment le traduire en plan. Encore une fois, ce que j'ai essayé de traduire dans ce live ce soir, c'était ça le sujet, c'était vraiment un aspect design d'espace, décoration. Ce que je trouve vraiment iconique d'un hôtel, encore une fois, on l'a dit au début, c'est la multiplicité et la diversité du programme, des espaces à traiter, mais surtout comment est-ce qu'on traite un existant. On n'est pas là pour modifier un lieu, on est là vraiment pour plaquer quelque chose dessus, tout en écoutant son histoire. Voilà, la décoration, c'est quelque chose de très sensible, parce que nous n'avons pas forcément toujours les mêmes outils qu'un architecte d'intérieur, comme un architecte. Même si moi, je suis architecte d'intérieur, ça m'arrive d'avoir d'autres projets où j'ai un vrai champ de modification, un vrai champ de transformation. Pour l'être dans la décoration, ça arrive qu'on ne l'ait pas. Et encore une fois, je trouve qu'il faut le retourner à son avantage. On se réapproprie les règles du jeu. Et c'est tout aussi profond, c'est tout aussi intime. On va chercher dans l'âme d'un lieu, et parfois même d'un client ou d'un propriétaire ou d'une personne qui l'habite. Et c'est à nous de faire la synthèse de tout ça, de savoir, encore une fois, le traduire et en faire la narration. Voilà. J'espère que ça a été clair pour vous. Est-ce que vous avez des dernières questions? Merci pour Alix, magnifique la réécriture du bar, c'est gentil, merci. Alors, j'ai quelques questions, mais vous pouvez continuer à en poser. Très réussi. Combien de temps prend-on généralement pour habiller une planche pour un espace? Ça dépend un peu de vos outils techniques. Bon, encore une fois, c'est là où la formation, je trouve, la formation est intéressante parce qu'elle va vous former un bagage. Moi, quand j'ai eu mon expérience professionnelle à 18 ans, j'étais assistant d'architecte. Je me suis très vite confronté à l'absence de technique et à l'absence de méthode et d'outils. Et c'est ce qui fait que je me suis retourné vers la formation. Donc une planche, ça peut se faire en fonction de vos moyens. Ça peut être... À l'époque, en fait, c'est un procédé qui est quand même assez ancien. À l'époque, on découpait dans des magazines avec des ciseaux et on collait sur des planches. C'était comme ça qu'on faisait les moodboards dans tous les bureaux d'études, que ce soit dans la mode, dans le design. Donc, ça dépend de vos skills, quelque part, et de vos méthodes. Moi, ça m'arrive de prendre 2 jours, ou alors ça peut me prendre une demi-journée en fonction de la complexité, en fonction du nombre de planches et de la demande du client. Merci pour vos retours, c'est super sympa. C'est la première fois que je fais ça, hein, je tiens à vous le dire, donc je suis désolé si j'ai cherché mes mots et si j'ai un peu bafouillé, mais je suis pas du tout... Normalement, je donne des cours en live, enfin, avec des gens vrais, physiques, c'est la première fois, donc merci pour vos retours. Vous prenez des stagiaires, pas pour l'instant, mais oui, ça m'arrive, en tout cas, oui, n'hésitez pas. Quel logiciel utilisez-vous? Alors moi, j'utilise dans mon panel de logiciels en tant qu'architecte d'intérieur, j'utilise aussi bien AutoCAD, SketchUp, 3ds, mais j'ai un petit penchant pour Photoshop. Je trouve que ce qui est intéressant sur Photoshop, c'est que tout à coup, moi qui ne sais pas dessiner, ça me permet de retrouver cette liberté de découpage, d'assemblage, de jeu d'ombre et de lumière. Voilà. Donc après, c'est libre à vous
y a pas de vérité absolue, hein, c'est des méthodologies propres. On aura l'occasion d'en reparler. Est-il possible d'avoir un projet à distance? Bien sûr. Alors, il y aura toujours des éléments dont vous allez avoir besoin. Il faut avoir les plans les plus détaillés possibles, évidemment, toutes les cotes, des vidéos, des photos, tout support visuel maximum. Pardon, qui m'a demandé cette question? C'est Bulle. Euh, ouais, à partir du moment où vous avez le bagage nécessaire, la palette d'outils nécessaires, vous pouvez tout faire à distance. Bon. Après, il faut aussi connaître, et ça c'est une question qui a été posée, il faut connaître vos artisans, il faut connaître vos relais, qui va être votre interlocuteur sur place. Voilà, mais bien sûr, rien n'arrête la technologie, hein. Voilà, ben écoutez, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Euh, donc, pour répondre à la question de certains, téléchargez la synthèse du live donc en cliquant sur le lien, commentaire épinglé dans le chat du live, ça je vous laisse faire. C'est un peu moins ma partie, mais EDAI s'en chargera très bien. Est-ce vous qui assurez le suivi des travaux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non seulement c'est moi qui mets en lien avec les artisans, qui trouve qui trouve les artisans et les entreprises, mais, mais oui, c'est moi qui fais le suivi des travaux. Alors après, ça arrive qu'un décorateur soit intégré dans un processus et dans une équipe globale, et que finalement, il n'ait que la partie que je viens de vous présenter dans ses prérogatives. C'est-à-dire qu'ensuite, tout le reste va être délégué par un superviseur ou une entité au-dessus. Il y a une hiérarchie verticale parfois. Le décorateur fait partie d'un écosystème et c'est à nous de proposer et de servir là où on est appelé à faire. Mais en général, oui, j'ai la chance de pouvoir superviser mes travaux. Un endroit pour voir vos réalisations, site internet, voilà. Donc, Emile Stavridge, voilà, pour vous renseigner. Vous pouvez me trouver, je pense, sur internet. Pour les budgets, comment faites-vous? Encore une fois, Alizé, ce que j'ai dit, c'est que toute cette partie-là, c'est une partie qui est vraiment en amont, qui est préliminaire. Ensuite, on peut considérer que la suite logique d'une présentation comme celle-ci, c'est que le client valide ou non. Et ensuite, il y a des ajustements. Et on rentre dans des planches plus précises avec du référencement, sélection mobilier, du sourcing, du budget. Voilà. Et là, ensuite, on commence à rentrer dans le détail. Tout ce que je vous ai montré, c'est comment est-ce qu'on passe d'un client dont vous ne savez rien à une présentation cohérente suite à un discours, un échange, une réflexion, une digestion. Tout ça de manière claire, méthodique, si possible le plus joliment présenté, le plus séduisant. Voilà, j'espère que c'est ça que je vous ai traduit. Donc là, c'est une phrase que je mets, en tout cas que j'ai mis pour la fin de cet hôtel. Ce sera peut-être la phrase de conclusion de notre live aussi. L'architecture d'un espace se doit de rendre l'expérience unique comme un rêve ou un souvenir effacé. Voilà. C'est pas... chacun raconte sa propre histoire. Vous aurez votre phrase de conclusion pour chacun de vos projets. J'aimais bien cette notion-là. J'aimais bien ce mystère à travers cette phrase. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez cohérent avec ce qu'on essayait de raconter. C'est toujours une belle façon de remercier. Voilà. Un projet, c'est une rencontre avant tout. Et c'est toujours, pour nous, pour ceux qui ont la chance d'exercer ce métier, je vous le souhaite, c'est une bénédiction de pouvoir comme ça à chaque fois raconter des nouvelles histoires, s'imprégner de nouvelles histoires et traduire et faire la narration de nouvelles histoires. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. On arrive à la fin. Je ne sais pas si je vois plus de questions dans le chat, mais je vous remercie de votre bienveillance. Je crois qu'il y a un autre live qui a lieu dans une semaine sur le suivi de chantier. Je pense que ça va être intéressant. Merci Aude pour ton message bienveillant et j'espère qu'on se reverra. Bonne soirée.